Salutations, salutations. Je reviens sur les ondes après, je crois, peut-être un peu plus d'un an. Aujourd'hui, le podcast s'appelle Educast pour te parler du SNU. Il se trouve que j'ai été encadrée entre SNU durant l'année dernière, durant une seule session. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir t'expliquer ce qui s'est passé. Tout de suite, on y va. Qu'est-ce qui m'a fait passer de l'éducation nationale au SNU, donc au service national universel? Quelles ont été mes motivations en fait? La réponse sera toute simple, je suis de nature curieuse, c'est d'ailleurs pour ça que je ne m'arrête pas qu'à l'éducation nationale, que je ne m'arrête pas non plus qu'à mon rôle d'éducation, qu'à mon rôle d'assistante d'éducation, à mon rôle de vie scolaire. J'avais et j'ai toujours besoin de regarder ailleurs, de comprendre ce qui se passe. Et comme je suis de nature curieuse et que j'entends toujours parler du SNU de façon clairement négative, j'ai tout simplement voulu voir par moi-même, étant donné que les avis que j'ai autour de moi, bon, ça reste des avis, chacun est dans sa liberté évidemment, mais j'ai surtout constaté que personne n'avait fait le SNU. Du côté des élèves ou du peu d'élèves avec qui j'en ai parlé, ils m'ont donné un retour relativement positif. Ils me parlaient plutôt d'un stage sportif que d'un stage militaire. Du côté enseignant et personnel non enseignant, bon, c'est tout autre chose. Donc voilà pourquoi moi, assistante d'éducation, j'ai décidé de passer le cap et de devenir tutrice de maisonnée. Qu'est-ce que la semaine de formation apporte? Puisque quand on veut faire le SNU, quand on veut encadrer le SNU, on est obligé de faire un minimum de 4 à 5 jours de formation. Il y a eu Canopé qui est venu sur, je crois, une matinée ou une journée. On nous a surtout parlé de qu'est-ce qu'un ACM, donc un accueil collectif de mineurs, puisque le SNU fait partie des ACM, même s'il n'y a pas les mêmes conditions que l'ACM classique, si je puis dire. Donc avec Canopé, on a parlé de qu'est-ce que l'ACM, de qu'est-ce qu'on doit faire dans une situation d'urgence, comment animer des ateliers débats. Alors ça, c'était intéressant pour le coup. On a aussi vu qu'est-ce qu'était le rôle d'animateur, d'encadrant en fait, tout simplement. On peut pas dire, on peut pas parler d'animateur dans notre cas. Qu'est-ce qu'était ce rôle-là pour nous, c'est-à-dire quel genre d'encadrant on voulait être et quel genre d'encadrant on ne voulait pas être. Dans cette formation de 5 jours, on a eu aussi le retour, l'intervention de 3 encadrants qui ont déjà fait le SNU. Donc ça concernait la partie règles et ressentis en tant qu'encadrant, une partie sur l'infirmerie et les premiers secours qui, je pense, est nécessaire, et une autre partie sur les attitudes attendues de l'encadrant. Entre-temps, je dirais qu'on a surtout fait des balades sur les différents sites. On a essayé de se repérer, on a essayé de faire de la cohésion d'équipe. C'était sympa, certes, mais dans une formation, c'est pas forcément ce qu'on attend le plus. On a aussi eu une préparation de la matinée découverte d'une ville à travers un jeu de piste. C'était intéressant aussi. Et la préparation de la chaîne d'habillage. La chaîne d'habillage pour les fameux uniformes. Bilan de cette formation, on nous a parlé du rapport aux jeunes, on nous a parlé des ateliers débats, de comment mener ce futur conseil de maisonnée. C'était bien, ok, mais on a surtout oublié de parler des détails. Et malheureusement, ce sont les détails qui sont les plus importants. 2-3 exemples comme ça, je n'ai su qu'au bout de la première semaine qu'il était interdit aux filles et aux garçons aux cheveux longs d'avoir les cheveux, de les porter librement. Il fallait qu'ils les mettent en queue de cheval ou en chignon. Les pyjamas aussi, est-ce qu'on a le droit de laisser les volontaires sortir en pyjama une fois passé 21h? Ce genre de petits détails à laquelle on ne pense pas sur le coup, mais qui étaient vraiment importants puisqu'en fin de compte, on n'était pas du tout d'accord au sein de l'équipe et avec l'équipe de direction. Est-ce que c'est un séjour militaire? Est-ce que c'est un séjour sportif? Est-ce que c'est un séjour de vacances? C'est un peu de tout à la fois, c'est un peu de rien à la fois. C'est compliqué. Donc on a eu de nombreuses visites de lieux et de sites historiques. En même temps, le département dans lequel j'ai fait le SNU offre cette chance-là d'avoir un cadre complètement différent. Les jeunes que l'on a récupérés des autres départements n'ont pas ces vues-là, n'ont pas ces cadres-là, n'ont pas forcément ces paysages-là non plus. On a pu aller dans des villes, dans les villes proches du centre, et dans d'autres villes, avec ou sans bus. Parfois on se déplaçait à pied, parfois on se déplaçait avec les vélos, puisqu'il y avait des locations de vélos. Durant ces 1 semaine et quelques jours, on a pu aussi avoir un théâtre citoyen, on a pu avoir des ateliers sur le don du sang, sur la vie affective, la santé et sexuelle.
On a eu une journée défense mémoire et une journée sécurité intérieure. On a eu la Banque de France et quelques maisonnées ont aussi eu un chantier patrimoine. On a aussi eu des ateliers de sport cohésion sur le centre. On a aussi eu des ateliers avec des organismes sur leur site. On a fait une journée entière sur un bateau également et quelques temps libres assez inéquitablement répartis entre les compagnies, je dirais forcément. Évidemment, la cérémonie d'ouverture et de clôture, plus la levée du drapeau et le réveil musculaire et j'en passe. Bon, les choses qui sont obligatoires dans le SNU, quoi. Et la conclusion, pour moi en tout cas, c'est que je ne sais toujours pas ce qui est voulu dans le SNU. De la cohésion, d'accord, occuper les jeunes, certainement, mais est-ce que je parlerais d'un séjour sportif? Absolument pas. D'un séjour militaire? Encore moins. En fait, c'est juste un séjour de vacances estampillé République française, valeurs de la République, valeurs de cohésion, mais c'est vraiment rien de plus. Il y a juste l'uniforme et le lever du drapeau qui font que c'est un cadre un peu particulier. Au niveau de mes missions, alors moi j'ai été tutrice de maisonnée. Au niveau du convoyage, bon, c'est surtout être en lien avec les chefs de projet du département d'accueil. On nous a demandé d'accueillir les familles, d'accueillir les jeunes, de vérifier la présence et les documents de chacun. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Récupérer les traitements et assurer la sécurité pendant le trajet, pendant les arrêts. C'est un encadrement général avec le respect des règles, le respect du fonctionnement, que ce soit dans le réfectoire, que ce soit dans les parties communes, dans tous les déplacements. Enfin, je peux pas dire que ça ressemble au métier d'assistant d'éducation, mais il y a une certaine portée qui est similaire quand même. À noter que dans mon centre, on nous a donné la consigne d'avoir des maisonnées mixtes, c'est-à-dire d'avoir des garçons et des filles mélangés, ce qui, je crois, n'est pas très commun dans les autres SNU. Donc niveau maisonnée mixte, c'est très bien. Par contre, au niveau de la chambrée, évidemment, c'était filles d'un côté, garçons de l'autre, dans des bâtiments séparés. Tout ça simplement parce que la structure ne permettait pas de rassembler les uns et les autres ensemble. C'est ce qu'on pratique d'ailleurs dans les internats, ou tout du moins dans une majorité d'internats de l'éducation nationale. Je n'oublierai pas de citer dans la gestion de la vie quotidienne cette fameuse question du portable. Oui, on a pris le portable des jeunes. Notre directeur tenait à ce qu'il l'ait 45 minutes par jour, puis c'est passé à 1 heure. Et la gestion revenait bien aux tutrices et aux tuteurs de maisonnée. Donc on leur redonnait à l'heure précisée au début du SNU, tout simplement. Ils étaient au courant de l'heure à laquelle ils pouvaient récupérer le téléphone. Et une fois les 1 heure passées, eh bien, on leur reprenait le téléphone, on le mettait dans une caisse, et la caisse allait dans notre chambre, fermée à clé, tout le tintouin. Est-ce qu'on était tous des branquignoles dans l'équipe d'encadrement? Non, la majorité d'entre nous venait bien soit de l'éducation nationale, soit de l'éducation spécialisée ou de l'éducation sportive. Dans la direction, il y avait 2 personnes, l'un était ancien chef d'établissement, l'autre était enseignant. Dans les 3 cadres, c'est-à-dire le cadre sportif et les 2 cadres de compagnie, on avait une éduc spécialisée, donc une éducatrice spécialisée avec les élèves ou enfants en situation de handicap, une éducatrice sportive et un AED, c'est-à-dire un assistant d'éducation ancien militaire. Ensuite, dans l'infirmière, c'est tout simple, c'était une infirmière qui travaillait avant dans l'éducation nationale. Dans les tuteurs, on a aussi une certaine hétérogénéité sur qui vient de l'éducation nationale ou pas. On était 8 tuteurs, constitués par un CPE, un AED, moi l'AED, 4 qui étaient encore en études, je crois, dont une qui avait à peine 18 ans et qui n'avait pas encore le bac, un pompier et un auto-entrepreneur ancien militaire. Mis à part les 4 qui étaient en études, tout le monde avait vraiment un lien avec les jeunes ou avait au moins encadré un groupe de jeunes une fois dans sa vie. Donc, est-ce que c'est une équipe de branquignoles à chaque fois? Je pense que non. Tout du moins, dans mon centre, ça n'a pas été le cas. Petit point sur la nourriture et sur l'hébergement. La nourriture, de mon point de vue, était très très bonne. C'est surtout qu'elle était adaptée à tous les régimes. Certains jeunes se sont plaints de la qualité, surtout de la quantité. Mais globalement, c'était de très bons repas qui étaient préparés par une équipe sur place.
Il y avait aussi des goûters ou des collations le matin et l'après-midi. Donc niveau nourriture, je ne trouve vraiment rien à redire et je sais que j'ai été chanceuse, que dans d'autres centres, c'est vraiment pas la même limonade. L'hébergement, en revanche, fut un peu plus délicat. Alors délicat dans le sens où les chambrées, bon, il y avait 4 à 8 personnes. L'internat fille a été plus luxueux que l'internat garçon. Il y avait un coin salon avec une télé, avec un billard, des sanitaires qui étaient un peu plus modernes, je dirais. Clairement, les filles ont été privilégiées sur cet hébergement, mais c'était pas désagréable non plus. C'était gérable, le linge, ça allait bien, le mobilier allait bien. On a juste regretté que les garçons n'aient pas le même confort que les filles. On a aussi défini un coin religion qui a été utilisé par quelques jeunes. C'est obligatoire hein, dans chaque SNU. C'est un gros centre bien protégé, à l'abri des routes et des passages. Il y a un code à l'entrée, un grand terrain principal qui est vaste. On n'a pas eu de problème particulier, les bâtiments sont vraiment bien sécurisés et donc nos jeunes étaient sécurisés aussi pour le coup. Je me disais que je n'irais pas parler des convoyages, mais en fait si je vais le faire parce que c'est impossible de ne pas en parler tout simplement. Alors au niveau des convoyages, hein, c'est un problème national. Il y a plusieurs articles de presse qui relayent le problème. Déjà, le convoyage pour venir, nous, les encadrants, récupérer les jeunes. Au lieu de nous prendre un trajet en train qui certes dure plus longtemps, mais qui est plutôt économique, notre département a décidé de nous faire partir par taxi pour une partie d'entre nous. Alors moi et mon collègue, on en a eu pour 5 heures de taxi, pas à nos frais, c'est génial. Donc ça n'a pas tellement posé de soucis, si ce n'est qu'on a seulement su 1 heure avant quand est-ce qu'on partait, hein, bien sûr, et avec quel moyen de transport hein, au passage. Mais un autre duo de convoyage, lui, est parti pour 11 heures dans un taxi. 2 000 € juste avec le taxi, alors qu'il aurait suffi de prendre des billets de train. Petit point sur le conseil de maisonnée, puisque c'est un concept assez nouveau, mais qui est totalement en phase avec le SNU, hein, la cohésion, le fait de parler tous ensemble, le fait d'avoir des valeurs communes. Alors, sous le nom barbare, en fait, le conseil de maisonnée, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit groupe de parole. C'est une maisonnée, c'est-à-dire 9 à 14 jeunes, avec un encadrant. Et franchement, le fonctionnement varie d'un encadrant à l'autre. Ça dépend de la méthode de chacun. Et dans la formation, on nous avait donné des thèmes à évoquer lors de ces conseils. Et j'ai voulu utiliser mes propres thèmes, écouter ce que mes jeunes demandaient et en fonction faire des activités qui pourraient leur convenir et qui conviendraient quand même au cadre de cohésion. Dans mon conseil de maisonnée, ça devait durer minimum 10 minutes et ça a duré maximum 50 minutes à la demande des jeunes. C'était à l'occasion d'un débat mouvant. Je trouve que chaque conseil de maisonnée était une vraie opportunité pour chacun et chacune de parler et ils se sont vraiment démenés, ils ont échangé entre eux. Certains qui étaient très fermés au début se sont ouverts sur la fin. Et je pense que le fait que ma maisonnée a peut-être mieux fonctionné que d'autres au niveau du conseil, en tout cas, c'est simplement parce qu'il y avait 9 jeunes. D'autres maisonnées avaient 14 jeunes, moi j'en avais 9. Donc clairement, que ce soit pour l'encadrement, que ce soit pour le rapport aux jeunes avec moi ou entre eux, on voit la différence. Donc en gros, dans ma pratique, hein, je dis bien dans ma pratique, c'était pas pareil pour les autres forcément, c'était surtout autour du ressenti de la journée où je leur ai demandé par exemple un jour de présenter un livre devant les autres ou de s'écrire une lettre à relire à la fin de l'année. Parfois c'était l'approfondissement d'une notion du jour, des débats mouvants comme je le disais hein, sur la fin du séjour ou un sondage de satisfaction sur le dernier conseil parce que la direction nous l'a demandé. Mais en vrai, ce concept de conseil de maisonnée, il n'est pas aussi terrible que ça en a l'air, c'est juste un groupe de parole avec des jeunes et un encadrant. Bon, pour terminer sur le fonctionnement du SNU en lui-même, est-ce qu'on a vu des personnalités aux cérémonies du drapeau? Pendant la cérémonie de clôture, oui, on a eu le préfet qui s'est présenté. J'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que j'ai adoré la dégaine de ce préfet. Pendant qu'il parlait avec le micro, son autre main était dans la poche, la façon dont qu'il avait de parler, de se déplacer dans la salle, c'était assez hilarant. Ça a fait étonnant de le voir lui être si naturel, alors que nous, de l'autre côté, on était droit comme des piquets,
à attendre qu'il ait terminé de parler. J'ai pas grand-chose à dire sur la cérémonie de clôture, pas plus que sur la cérémonie du drapeau, en fin de compte. Je vais me permettre de revenir à l'objet des différentes polémiques avec le SNU. Par exemple, cette question de l'endoctrinement militaire ou de l'endoctrinement sexuel. Dans mon centre, je dis bien dans mon centre parce que je sais que c'est différent ailleurs, on a eu certes des ateliers sur la sexualité, c'était surtout parler de la différence et c'est là que tu vois que certains jeunes sont encore dans une mentalité de refus de différence, puisque oui, on a parlé d'homosexualité, on a parlé de consentement. Ça ne veut pas dire que c'est de l'endoctrinement, tout du moins, c'est pas ma définition de l'endoctrinement. Je poursuis sur un supposé endoctrinement militaire. Dans mon centre, vraiment j'insiste là-dessus, aucune militarisation. La levée du drapeau et la Marseillaise, ça s'est fait en 2 minutes, même pas. Le premier couplet et le refrain de la Marseillaise, c'était vraiment le strict minimum. Et pas de garde à vous, pas de pompe, juste les mains le long du corps, pas de salut militaire. Le rectorat sur lequel on se trouve, dans mon centre, c'était très très clair. Rien qui ne fasse penser à du militaire, c'était les ordres. Il y a juste eu des militaires qui sont passés pendant la journée de défense mémoire et la sécurité intérieure. C'était des corps en uniforme, mais c'est vraiment les seuls moments où on a entendu parler des militaires. Ceci dit, bon, il y a aussi eu du monde pour les pompiers, pour le service civique. Bon, la question qui reste en suspens, c'est la question de l'uniforme. C'est pas vraiment un séjour de vacances non plus, puisqu'on est forcé de porter des uniformes, les volontaires comme les encadrants. C'est un truc pas très très beau, pas très élégant, certainement pas confortable, qu'on prend des plombes à choisir tout simplement à cause du manque de diversité dans les tailles. J'ai eu énormément de mal à trouver à ma taille, et pour les jeunes, c'était exactement la même chose. J'ai vu des jeunes se morfondre, être très très mal dans leur peau parce qu'on ne trouvait pas de vêtements à leur taille, soit parce qu'ils étaient un peu en surpoids ou parce qu'ils étaient très menus. Ça a été extrêmement inconfortable tout du long, que ce soit pour la taille des vêtements, que ce soit pour récupérer les vêtements qui n'ont pas été lavés, le linge, c'est vraiment compliqué. Sinon, bon, il n'y a pas grand-chose à redire, hein. Certaines écoles ont aussi un uniforme. Je ne vais pas parler des actualités, hein, c'est un peu tout pour ça. Mais le fait d'avoir un uniforme en soi-même, ça ne veut pas dire endoctrinement. Juste dans ce cadre-là, la façon dont ça a été géré, la chaîne d'habillage, le manque de diversité, c'est un manque de respect envers les jeunes, c'est un manque de respect envers les encadrants. Et je ne vois toujours pas l'intérêt de porter l'uniforme pour le SNU. Après, bon, c'est pas moi qui fais les règles non plus. Dernier petit mot sur le SNU en lui-même. La direction, ce fut compliqué. Les erreurs de communication, les craintes vis-à-vis d'une mauvaise communication, c'est surtout lié au refus d'avoir une militarisation. Le rectorat a vraiment été très clair avec nous. On parle rarement de SNU en bien. T'as qu'à regarder tous les médias qui relatent des mauvais traitements, hein, ou des humiliations, des abus sexuels. Donc la direction a toujours eu très peur qu'il y ait une mauvaise communication et a fait en sorte que rien ne sorte du centre. À tel point que cette peur de communication, cette peur d'avoir un mauvais retentissement ou d'avoir une mauvaise réputation, ça a empêché de prendre en charge d'autres problèmes. Un exemple, bien, je ne vais pas citer le nom de l'organisme, mais dans le cadre des Jeux Sport Cohésion, on a travaillé avec un organisme. Quand ça s'est passé sur leur centre, c'était génial. Mais quand il a fallu que eux viennent encadrer les ateliers sur un autre espace, on a eu de très gros problèmes. Des jeunes ont été mis en danger et la direction a laissé passer un peu trop facilement. Là où je veux en venir, c'est que vraiment, direction sympa, certes, mais surtout direction qui préfère se préoccuper de communication alors que clairement il y avait des défaillances. On a eu des histoires de vol, de détérioration d'objets qui appartenaient à des jeunes. Il y a des choses qui auraient dû être prises en charge, du mal-être qui aurait dû être pris en charge et qui a été relayé par une hiérarchie, hein. On est passé par la hiérarchie qui nous a été recommandée, mais la direction n'a rien fait. J'ai aimé la majorité des activités, j'ai aimé avoir un autre rapport avec les jeunes, les encadrer d'une autre façon complètement différente de ce que je fais dans l'éducation nationale. Pour moi, c'était vraiment les jeunes, apprendre à vivre avec eux, apprendre à être dans la cohésion avec eux.
Le SNU pour moi a été extrêmement éprouvant, particulièrement les premiers jours, et ça m'a laissé avec des questions. Me retrouver face à des jeunes qui ont subi des abus et qui vivent avec. Dans mes fonctions habituelles, je suis préparée à recevoir la parole, mais ça fait toujours un effet. C'est très éprouvant et on apprend à vivre avec eux, on apprend à les aider, à être dans l'accompagnement, mais nous-mêmes, parfois, on ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, c'est important de relayer. Et ici, on a eu une infirmière, mais géniale, incroyable. Donc ça a été très, très éprouvant. D'ailleurs, j'ai vraiment failli démissionner dans les 2 premiers jours, hein, tellement c'était mal organisé. Notamment, comment être clair avec les jeunes quand on n'est pas clair dans l'équipe. Est-ce qu'on laisse les uns et les autres se balader sans leur casquette quand ils sont à l'extérieur? Enfin, tout ce genre de questions. On va voir un encadrant qui va te dire quelque chose, on va voir un autre encadrant qui te dit l'exact opposé. On peut pas être clair avec les autres quand on n'est pas clair dans une équipe. Vraiment, ce fut dur, surtout quand à côté, d'autres collègues sont moins présents pour les jeunes ou carrément les humilient. Oui, il y a eu des humiliations dans mon centre. A priori, elles ont été prises en charge par la direction. Est-ce que moi, je recommanderais le SNU? Que ce soit pour le SNU, pour le service civique ou pour d'autres choses, moi, je ne peux pas recommander. Je peux juste dire que si tu veux te faire ton propre avis, eh bien, il faut tenter l'expérience par toi-même. L'ado que j'étais de 15 à 17 ans n'aurait clairement pas pu se plier à ce manque d'intimité. En ce qui concerne les classes engagées et la généralisation de ce fameux SNU dans les secondes, pour moi c'est du flan, mais je ne préfère pas t'en parler tout de suite. J'aimerais plutôt en parler dans un autre épisode où ce sera plus recherché, où je pourrais aller voir de tous les côtés et avoir des informations réelles. Parce que pour l'instant, bon, c'est bien joli d'en parler, mais on connaît notre nouveau ministère. Les informations ne sont pas actées, c'est juste des paroles qui sont dans les médias. Juste un truc, hein, pour moi ça paraît quand même assez inconcevable, tant au niveau des autorisations parentales que de la faisabilité. Je rappelle pour mémoire hein, qu'il n'y a pas assez de centres, il n'y a pas assez d'encadrants non plus, il n'y a pas assez de sécurité autour de l'encadrant. Je ne sais pas si sur tous les centres on pourrait réussir à recruter des personnes formées pour et des personnes qui ne sont pas nocifs. Et puis forcément aussi la question des transports, j'ose même pas en parler, les convoyages. Voilà donc pour cet épisode de reprise qui est un peu brouillon, je le conçois bien. Je voulais quand même parler de mon expérience de SNU, de tutrice, de maisonnée. Est-ce que j'y retournerai un jour? Ça va dépendre. C'est vrai que le salaire est très attractif. Pour rappel, un BAFA, c'est 31 € brut, quelque chose comme ça dans la plupart des organismes. Alors que moi, mon salaire pour 3 semaines, ça a été de 1400 € et quelques, plus le remboursement des frais de transport. Tenter un autre centre éventuellement, tenter un autre département, parce que j'avoue que le département dans lequel j'ai fait mon centre n'était pas très avenant en termes d'ordre, en termes de contre-ordre, en termes de gentillesse et d'information, puisqu'on a eu des informations au tout dernier moment, alors que dans le département d'accueil, c'est-à-dire là où on est allé chercher nos jeunes, les chefs de projet étaient très à notre écoute, nous ont énormément aidés sur plein de choses. Et si je dois le retenter, ce sera certainement pas en tant que tutrice de maisonnée. J'aimerais essayer de voir ce que ça fait en tant que cadre de compagnie. Cette fois-ci, aller plus vers l'encadrement de personnel. On y est, ça y est, cet épisode touche enfin à sa fin. À bientôt sur les ondes et comme je dis si bien, porte-toi bien et ne baisse surtout pas les bras.